Désolée pour l'attente. Il n'y a aucun problème, aucun Ok. problème, aucun problème. Bon, ça Vraiment, va. vraiment c'est déjà trop cool de me recevoir. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, je m'appelle Laetitia Wyss, j'ai 31 ans. J'ai toujours voulu faire de la cuisine. J'ai d'abord passé mon bac par choix très personnel et pas du tout influencé par mes parents. Donc, j'ai passé un bac littéraire à Paris et puis après, je suis rentrée à Ferrandi en CAP de cuisine chez Bernard Loiseau. Après, j'ai fait un CAP de pâtisserie chez Potal & Chabot. Et ensuite, j'ai fait l'école supérieure de cuisine française en 2 ans, où là, j'ai fait le Carré des Feuillants. En deuxième année, je suis partie chez Olivier Nasty en Alsace. J'ai eu mon premier poste vraiment hors école en tant que pâtissière à l'étoilée de Cyril Lignac, qui s'appelle le 15e. Et puis, ça a été on va dire la goutte d'eau en termes de stress et de pression mal amenée, j'ai décidé d'arrêter et je me suis orientée vers le bistrot. Où là, j'ai rencontré un chef qui s'appelle Thomas Brachet dans un restaurant qui s'appelait à l'époque le Beef Club, qui n'existe plus. Et ça a été le virage du coup déterminant. Enfin, cet homme-là a été le virage déterminant. Et puis. Tu peux me dire pourquoi Tu peux me dire pourquoi Parce que en fait à Ferrandi, c'est vraiment une école d'élite. En tout cas, c'est comme ça qu'ils se revendiquent et c'est l'image qu'ils essayent de véhiculer. Et puis c'est quand même vrai que la formation est incroyable, que les profs ont un niveau hallucinant. Ils sélectionnent leurs élèves déjà sur le portefeuille et ensuite sur la motivation. Donc forcément, ça fait un tri drastique. Les cours sont incroyables. Les salles de classe, enfin tout, je veux dire, il n'y a aucun restaurant où ça se passe vraiment comme ça, quoi. Chaque élève a limite son piano, son four et sa batterie en cuivre, avec des cours par Pierre Hermé, je sais pas, Régis Marcon, tous ceux que j'ai pu voir passer en 4 ans d'études, c'était incroyable, et puis on ne se rend pas forcément compte de la chance qu'on a d'ailleurs. Mais en même temps, je trouve qu'on nous conditionne beaucoup au fait qu'il y a l'étoilé et le reste du monde, et que c'est la seule chose qui vaut vraiment la peine. Et du coup, quand je suis sortie de l'école, j'avais cette impression-là. Déjà, j'avais l'impression d'être Paul Bocuse en sortant de l'école, donc il y avait un petit problème de jugement. Je me suis bien cassé la gueule. Et puis, voilà, je ne pensais pas qu'on pouvait faire de la bonne cuisine ailleurs que dans un étoilé Michelin. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein d'établissements qui bossaient super bien. Mais effectivement, ça manquait peut-être de nappes, d'argenterie, de 4,50 m entre chaque table, de toilettes qui font 18 mètres carrés. Je me suis rendu compte aussi que le guide Michelin correspondait à des codes de dressage, d'esthétique, de prix de vaisselle, de carafes en cristal, voilà. Et que en fait, l'écrin y était aussi pour beaucoup, en tout cas passer une étoile Michelin. Et du coup, voilà, quand j'ai compris ça à travers notamment ce premier restaurant qui s'appelait le Beef Club, je me suis dit j'ai vraiment envie de bosser là. Donc on recevait des carcasses de bœuf entières qui étaient désossées par un boucher, maturées sur place en partie, puisqu'on les recevait déjà un peu maturées. Et après, tout était cuit au four à charbon. Et tu choisissais ta pièce de bœuf, tu choisissais ta garniture, tu choisissais ta béarnaise qui était montée minute, ton jus de viande au vin rouge et à l'os à moelle. Enfin, c'était vraiment hyper quali, mais il n'y avait pas tous ces codes de gastro. Mais ça m'allait bien. Donc ça a été un virage parce que j'ai découvert du coup aussi une autre façon de manager, parce que ça va avec. Je pense que notamment les grands établissements ont une pression de management qui est énorme parce qu'il y a un désir de réussite qui est énorme et qui est beaucoup plus axé sur, notamment sur la notoriété que sur le plaisir du client. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et je dis bien la plupart parce que, par exemple, au Carré des Feuillants, c'était pas du tout comme ça. Il prenait vraiment soin de son personnel et il prenait vraiment soin de ses clients. Mais voilà, en tout cas, moi, dans les maisons que j'avais faites, je trouvais que globalement, c'était pas ce qui me correspondait, quoi. C'était trop de pression pour un guide rouge et puis avec une violence extrême, des horaires improbables. Bon, ça c'est un peu dans toutes les maisons, c'est sûr, mais je veux dire en plus avec une ambiance plombante, une compétition entre les cuisiniers, il n'y a pas d'entraide.
tout le monde a peur du chef, au secours, quoi, un salaire de merde qui plus est, ça fait beaucoup de... Enfin voilà, puis on te parle de passion toute la journée, ouais, non, d'accord, mais bon, de là à être traité comme une merde avec un salaire qui te permet même pas de te payer un resto le week-end, je suis désolée, c'est pas possible en fait. Donc c'est pour ça que le Beef Club a été un virage et que j'ai découvert qu'il y avait d'autres façons de travailler, d'autres façons de traiter les gens aussi, qu'on pouvait être rigoureux sans être insultant. Et c'est pas évident de trouver ce juste milieu parce que être trop gentil, c'est pas une bonne idée, mais être méchant, c'est pas, je veux dire, ça mène à rien. L'agressivité, oui, c'est sûr qu'une brigade ou même une personne isolée progresse beaucoup plus vite dans la peur, mais l'élastique finit par péter. Donc, je suis pas sûre que ce soit le bon, ouais, la bonne idée. Une solution pérenne. Non. C'est sûr. Et tu dis qu'il traitait un peu mieux le personnel, que le respect du personnel était différent. Est-ce que ton contrat était différent qu'avec un étoilé ou pas particulièrement? Mon contrat était différent, mon salaire était différent. C'était pas astronomique, mais j'avais un salaire décent alors que je sortais à peine de l'école quasiment, parce que oui, c'est ça. Et puis il y avait une possibilité de progression qui était énorme. C'était vraiment le management à l'américaine où tu rentres dans une boîte, on te dit tout de suite que si tu es motivé et que si tu as faim, tu peux tout de suite accéder à un salaire plus élevé, à un poste plus élevé, mais ça dépend que de ta motivation. Je t'en prie, prends tout ton temps. Pardon. Donc un salaire un peu plus décent, au niveau des horaires, etc., c'était mieux ou pas particulièrement? Les horaires, c'était mieux parce qu'on était fermé le midi. On bossait que les soirs, donc on faisait 5 soirs par semaine avec 2 jours consécutifs. Donc déjà, tu as en tout cas la possibilité de te projeter un peu mieux dans une éventuelle vie privée, même si on finissait très tard le soir, mais au moins tu pouvais dormir le matin, donc on n'était pas avachi de fatigue. Donc du coup, tu as quand même... Ça, c'est pas mal, ça. S'il y avait une dégustation d'huîtres, les barman étaient conviés. Et s'il y avait une dégustation de mezcal, les cuisiniers étaient conviés. Et il n'y avait pas de cloison entre... chacun avait des postes très définis, mais le but, c'était qu'on s'intéressait tous au travail les uns des autres. On était tous très jeunes. C'était une moyenne d'âge de 19-25 ans, quoi, en gros. Et puis favoriser la bonne entente, on faisait des trucs le week-end, ils nous emmenaient, chez Bilcar Salmon en bus, faire une dégustation de champagne. Le but était de souder l'équipe. Et puis en plus, tu as quand même une forme de reconnaissance, je trouve, quand t'es patron, même si ça reste du professionnel, mais c'était un peu classe verte quand même aussi, quoi. Tu vois, le week-end, tu vas faire une dégustation de champagne, ça va, quoi. C'est pas... Donc... Ouais, j'ai beaucoup aimé travailler chez eux. Après, c'était très gourmand et en fait, la machine s'emballe assez vite parce que tu progresses très vite, peut-être un peu trop vite aussi. Moi, ils m'ont passé chef au bout de 2 ans, alors que, encore une fois, ça faisait 2 ans que j'étais sortie de l'école, donc je me suis rétamée, mais bien, bien fort. Notamment, c'était sur une ouverture d'un gros hôtel à Paris pour eux, où là, j'avais, il y avait une quinzaine de personnes en cuisine à gérer, j'avais 22 ans, donc je me suis pris le mur très rapidement. Putain. Voilà. Comment tu l'as vécu, ça? Je l'ai super mal vécu. J'ai fait une espèce de burn-out déjà parce que pour le coup, c'était une ouverture d'hôtel, donc je bossais. Après, ça, c'était pas eux qui me le demandaient, mais moi, je voulais tellement que ça marche et puis surtout, je voulais tellement pallier à mon manque de compétences que je faisais énormément d'heures. Donc en gros, le petit-déj commençait à 7h, donc il fallait être en cuisine à 6h, et puis après, on se faisait quasiment des journées continues et je rentrais chez moi à minuit et demi, 1h, et je faisais ça tous les jours parce que je voulais que ça marche, je voulais surtout pas les décevoir parce que je trouvais que c'était une belle opportunité qu'ils m'offraient, et c'était le cas, mais j'avais pas toutes les cordes à mon arc, quoi. Donc du coup, j'ai été physiquement et moralement complètement effondrée, et c'est là que je me suis dit, je vais faire 2 pas de recul, il faut que je repasse sous chef. Et c'est là que Thomas Brachet, du coup, l'ancien chef du Beef Club qui était parti, m'appelle pour me dire j'ouvre une affaire à Paris qui s'appelle Les Arlots
Et il me dit je voudrais que tu sois ma sous-chef pour l'ouverture. Sur la saucisse purée des Arlots. Voilà, tu comprends d'où vient la femme du boucher du coup. Je comprends effectivement beaucoup mieux. J'ai 2 questions sur ce que tu viens de dire. La première question, c'est quelle corde te manquait à ton arc? En cuisine, on nous apprend à être des bons techniciens, on nous apprend à être des bons soldats, à être endurants. On nous apprend pas à manager. Et en fait, c'est le pire truc au monde, quoi. Enfin, je veux dire, déjà, il n'y a pas de règles. Chaque personne réagit différemment. Certaines personnes, si tu leur dis les choses trop gentiment, elles vont pas comprendre le message. D'autres, si tu le dis trop fermement, ils vont se vexer. Donc en fait, je me dis qu'on nous le disait à l'école que c'était le nerf de la guerre, mais en fait, on ne se rend pas compte tant qu'on n'est pas sur le terrain. On avait des vagues cours de management, on t'apprenait des situations en te disant « Alors, si Gérard se comporte mal avec Béatrice, qu'est-ce que je fais ?» Ok, mais sur le terrain, en fait, avec toutes les problématiques de patronne et de chef de cuisine que je peux avoir au quotidien, et que j'avais déjà, du coup, enfin, j'étais pas patronne, mais j'étais chef de cuisine avec, tu vois, les rentrées de marchandises, à décaisser en chambre froide, la marche en avant, l'hygiène, le recrutement, tout ça. Et puis à côté, tu as des petits clans qui se montent, tu as un tel qui s'est engueulé avec une telle, donc du coup, ils veulent plus communiquer pendant les services. Enfin, tu vois, genre tout ce truc où tu te dis, mais alors déjà, si j'avais que ça à faire, je sais même pas comment je gérerais cette problématique. Mais en plus de ça, tu rajoutes toutes les strates de ton quotidien qui sont les gestions de factures, les nouveaux fournisseurs qui veulent rentrer, ceux que tu as déjà mais qui sont en train de merder et que tu veux sortir du circuit. Enfin, je veux dire, tu deviens timbré, quoi. Si en plus de ça, tu rajoutes la fatigue, qui est quand même un peu le noyau dur de notre métier, c'est super difficile de réfléchir intelligemment à une situation compliquée entre 2 personnes, surtout si elle t'inclut, en te disant ok, il faut là que je réagisse avec tact, avec douceur, sauf que toi tu es excédé, tu as 80 heures dans les pattes, t'en peux plus, tu n'as que des problèmes à gérer, et Michel qui est braqué parce que il a fait 1 heure supplémentaire et qui t'en veut, tu as envie de lui dire écoute, tu sais quoi, casse-toi, quoi. Alors que c'est pas la solution. Et puis le vrai souci, c'est que pendant tout mon apprentissage, comme la plupart des cuisiniers, en tout cas que je connais et que je côtoie, on a tous eu un apprentissage et un management dans la violence, donc on n'a pas eu l'exemple non plus de la douceur et de la diplomatie. Donc tu te dis comment je vais faire pour créer quelque chose qu'on m'a jamais montré, quelle est la solution. En même temps, il ne faut pas que tu passes pour une serpillière, tu vois. Donc c'est super dur d'être ferme. Et on te dit toujours une phrase à la con, c'est genre « Ah oui, dans le management, il faut être juste. » Mais c'est hyper subjectif. Enfin, tu vois, et je pense que même au bout de 15 ans de métier, le juste, il reste subjectif parce qu'encore une fois, tu ne te comportes malheureusement pas de la même façon avec Thibaut et Micheline, quoi. Enfin, et puis du coup, Micheline peut être jalouse parce que tu t'es comporté comme ça avec Thibaut. Donc, et puis en fait, à chaque problème, tu en as 10 nouveaux qui naissent. Donc c'est pas forcément une addition, mais c'est toujours un corps en mouvement et en permanence. Tu te dis putain, comment je vais faire pour gérer ça? Comment je vais faire pour... Et j'ai pas les réponses. Enfin, encore aujourd'hui, j'ai pas les réponses. Donc... moi, ça fait 8 mois maintenant que je travaille avec une nana qui est spécialisée en management, que je paye tous les mois, que je vois 2 fois par semaine, qui me donne des conseils et qui m'aide à avancer là-dessus. Mais c'est ce qu'il y a de plus intéressant aussi, parce que le restaurant, c'est l'extension de ton savoir-faire et de ta cuisine, mais en fait, moi, sans mon staff, le restaurant n'existe pas. Enfin, il existait avant. Enfin, je veux dire, avant l'équipe que j'ai aujourd'hui, il existera probablement après. Mais à chaque fois, tu as plein de choses qui ne t'appartiennent plus, en fait. Moi, je ne peux pas être à la fois en train de dresser mes assiettes et surveiller la position de la fourchette sur la table, vérifier que tous les verres sont propres, vérifier la caisse. Donc, en fait, on te demande d'être derrière tout et tout le monde tout le temps, mais techniquement, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas me diviser, quoi. Donc, tu es obligé de faire confiance à des gens que tu ne connais pas, que tu payes en espérant qu'ils sont professionnels. Et c'est super compliqué. Et en plus, quand ça dérape, tu es obligé d'improviser, quoi. Sachant qu'en plus, en tant que patron, si toi tu dérapes, tu as un fusil là et tu te retrouves au prud'homme en 2 secondes, quoi. Donc c'est ça qui est hyper dur, c'est que
c'est un apprentissage où on ne t'apporte pas de solution. Il faut que tu te démerdes, sachant que tu as une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc c'est un montant de pression absolument incroyable. Et elle t'aide, cette dame, cette prof de management, cette coach en management? Elle t'aide vraiment? Ah oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté par exemple? En fait, souvent, encore une fois, avec ces problématiques de fatigue et de problèmes accumulés, tu te retrouves parfois dans des situations qui sont très bêtes, mais tu as l'impression d'être dos au mur et tu paniques et ça prend une proportion hallucinante parce que tu ne sais pas comment dire les choses très simplement, alors qu'il suffit de les dire très simplement. Mais tu as besoin que quelqu'un d'autre le formule de façon simple ou juste inverse la situation sans que ce soit un proche, parce que quand c'est un proche, tu dis toujours oui, c'est facile à dire, j'aimerais bien t'y voir. Alors que là, c'est quelqu'un dont c'est le métier, que tu payes, qui a fait des études là-dedans, qui te dit parfois tout simplement attends, pourquoi c'est compliqué de lui dire? Si tu lui dis comme ça, il n'y a rien de vexant, il n'y a rien d'offusquant, il n'y a aucune raison qu'il le prenne mal, essaye de le faire et en fait le lendemain tu essayes de le faire et tu te dis oui tiens ça s'est bien passé, alors que tu t'en faisais une montagne. Et souvent c'est ça le problème aussi, c'est que à force de trop travailler pour ne pas froisser ou vexer, moi je sais qu'on m'a souvent reproché notamment de ne pas être clair, voire même à force de trop laisser les rênes, notamment à la salle. On m'a déjà dit, on a l'impression que tu te désintéresses de notre travail et de nous. Alors tu te dis, ok, excuse-moi, je ne savais pas qu'il fallait que je te dise merci tous les jours. Et en fait, je me dis, ouais, dire merci, c'est important, mais j'y pense pas forcément. En même temps, tu te dis, ils sont payés pour le faire, donc je ne vais pas te dire merci à chaque fois que tu redresses une table. Donc après, il y a un juste milieu, je le fais pas, mais quand on fait un gros service, oui, je trouve ça bien de dire, chose que je faisais pas avant, merci pour le service, c'est cool, tout le monde était content, bravo, ce genre de trucs qui me paraissent... en fait, en tant que patronne, je me dis, oui, évidemment que tout le monde est content, vous les avez vus sortir, ils vous ont dit merci, mais en même temps, quand j'étais employée, je ressentais aussi le besoin qu'on le fasse pour moi, donc c'est compliqué de se replonger quelques années en arrière, parce qu'encore une fois, ça fait que 2 ans que j'ai ce resto, donc mes années de salariat, elles sont pas si loin derrière moi non plus, mais t'oublies vite, tu vois, et puis quand un tel ou une telle a ces petits problèmes du quotidien, ces trucs, ces machins, comme tout le monde en fait, et que tu te dis, mais moi j'ai des problèmes bien plus graves à gérer au sein de l'entreprise, donc si tu veux, ton mal de tête passager me le fait pas subir. Finalement, je me dis, ouais, mais ça, je peux pas le dire. Donc je suis pas psy, je suis pas mère de famille, je suis pas là pour dire ma chérie, je vais te chercher une petite tisane, assieds-toi, je vais te donner un Doliprane, prends une demi-heure pour toi. Mais par contre, de là à dire c'est pas mon problème, tu vois, si en fait c'est mon problème parce que c'est mon équipe. Et j'avais entendu un chef une fois qui avait pris l'exemple d'un train et je trouvais que c'était assez efficace comme image parce que un train qui est lancé à vive allure, ce qui est le cas pour la mise en place et pour le service, s'il y a la locomotive qui chancelle, il y a tout le train qui ralentit, mais même si c'est le wagon de fin de train, ça ralentit tout le monde quoi qu'il arrive en fait. Il faut que tout le monde soit sur le même rail et du coup les problèmes de chacun deviennent les tiens. Après il ne faut pas que ça te submerge et c'est là que c'est dur, c'est qu'on te demande de te créer un bouclier. On te demande de devenir insensible. Moi, je ne suis pas sûre qu'on puisse apprendre à devenir insensible. En fait, quand il y en a un qui ne va pas bien, ça m'affecte. Mais il ne faut pas que ça prenne le dessus sur mon travail. Et c'est là que c'est difficile et on me demande d'avoir une posture de patronne. Et en fait, encore aujourd'hui, je n'ai pas toutes les clés, quoi. Et je ne suis pas sûre que dans 10 ans, j'ai toutes les clés. Je sais pas si quelqu'un qui a 50 ans de métier te dira oui, moi tous les problèmes je les résous comme ça, il n'y a aucun problème, je les ai tous vécus, j'ai une solution à tout. Donc, Thierry Marx, il a pris un coach en management, il disait mais les surnoms, le mec m'a interdit les surnoms en cuisine, plus de surnoms, plus personne, tu t'appelles par ton prénom, point. Et rien que ce petit genre de petits trucs, et tout ça pour dire que même les plus grands chefs qui ont une expérience d'entreprise, de machin, qui ont monté plein de restos, etc., effectivement, personne n'est formé en management. Parce qu'on a un métier où effectivement c'est quand même assez unique, tu vois, on a le sentiment, alors même si c'est complètement biaisé, mais en tout cas on a le sentiment de jouer notre vie 2 fois par jour, tu vois, avec que des cas, parce qu'on parle des caractères du staff, mais il y a aussi le caractère des clients, tu vois, c'est-à-dire que
je sais pas, le plat du jour que tu as fait pour 25 personnes va plaire, et puis tu as la 26e personne qui va te dire ah non, mais moi c'était horrible, j'ai pas aimé, la musique est trop forte, la clim me dérange, le serveur est pas sympa. Et là tu te dis putain, mais moi je suis là depuis 8h du mat, enfin moi comme le reste de l'équipe, tu vois, on est tous là à mettre nos tripes, alors en plus effectivement, ils travaillent pour moi, donc il y a un besoin de ne pas me décevoir. Et là, tu te dis, putain, merde, j'ai tout fait pour que cette personne soit contente et finalement, ça se passe mal. Donc, tu as un facteur déception qui est énorme parce que tu as l'impression d'avoir trahi ton chef, tu as l'impression d'avoir raté une table, alors que tu as mis énormément d'attention sur tout, quoi. Enfin, c'est aussi ça, c'est que les gens ne se rendent pas compte que ce soit en salle comme en cuisine, bah oui, une assiette, en partant de la carcasse de poulet, on arrive à faire un jus de viande. Dans une assiette, il y a à peu près, je sais pas, 20 étapes de fabrication, même dans un bistrot comme le mien où on fait une blanquette de veau. En fait, une blanquette de veau, il y a quand même, enfin, je veux dire, pour 50 couverts, ça prend pas 5 minutes, quoi. Et en salle, c'est pareil, passer le balai, la serpillière, tous les jours, 2 fois par jour, redresser les tables, essuyer les verres, récurer les chiottes, enfin je veux dire, c'est astronomique, quoi. Donc quand le mec il arrive et qu'il te dit ouais, alors moi ma serviette elle est un peu cornée, ça me saoule, t'as envie de dire ok, mais putain, tu te rends pas compte en fait de la masse de travail qu'il y a eu en amont. Ouais, ok, ton onglet il est pas assez cuit, on va peut-être pas en faire tout un plat, tu vois, je te le recuis et puis fin de l'histoire, t'es pas obligé d'agresser tout le monde, donc forcément. Nous, on a un peu les nerfs à vif par rapport aux critiques et c'est ce que les gens disent beaucoup, c'est de toute façon, les restaurateurs, on peut rien leur dire, les cuisiniers, ils se remettent jamais en question et tout. C'est pas qu'on se remet jamais en question, c'est que déjà, si on écoute chaque avis de chaque client, on cuisinerait plus parce que chacun a sa recette, son avis, ma grand-mère elle faisait ci, ma grande-tante elle faisait ça, très bien, bah, va le manger chez ta grande-tante, il n'y a pas de problème. Après, si c'est quelque chose de constructif comme, je sais pas, tiens, c'est beaucoup trop salé, c'est immangeable, ça, bon ok, c'est... Je veux dire, ça relève presque plus du sensoriel, c'est objectif. Par contre, me dire, moi, j'aurais fait, ou à votre place, j'aurais plutôt... Ouais, ok, très bien, mais je veux dire, encore une fois, tu viens manger chez quelqu'un, c'est une interprétation de tout. Il n'y a pas que la cuisine, c'est... je veux dire, mon ficus, j'ai envie de le poser comme ça et pas comme ça. La chaise, elle est comme ci et pas comme ça. Oui, tu veux des coussins, oui, tu veux de la dentelle. Oui, bah écoute, c'est pas l'adresse, en fait. Sauf que quand toute la journée, tu te prends des critiques, des commentaires, enfin heureusement, il y en a beaucoup moins que de positifs, ça finit par t'affecter, plus tes problèmes perso, plus l'investissement que tu mets dans ton travail. Effectivement, il y a quand même ce côté un peu... dans notre métier, il y a clairement beaucoup trop d'affect. Mais on ne peut pas faire autrement que comme ça. Parce qu'on a un métier où on est là pour prendre soin des gens. On ne fait pas de la médecine, on n'est pas là pour faire des opérations à cœur ouvert, mais on est quand même là pour leur faire passer un bon moment. Et je pense qu'aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, puisque je ne sais pas comment c'était il y a 15-20 ans, je n'ai pas de recul là-dessus. Les gens, ils viennent au restaurant pour manger, mais ils viennent aussi au restaurant pour décompresser entre 2 réunions. Ils cherchent beaucoup de reconnaissance. On est tous en recherche de reconnaissance. Tu vois, un client qui vient pour la 2e fois, tu l'appelles par son prénom, il est trop content. Et en fait, ces choses-là, c'est super important. Tu vois, monsieur, je vous assieds à la même table que la dernière fois, ça vous convient? Est-ce que le même vin que la dernière fois vous ferait plaisir? Tu vois, toutes ces choses-là, c'est pas du détail, c'est même, à mon avis, presque principal par rapport au reste. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas important. Mais les gens cherchent de la chaleur, ils ont beaucoup besoin même de se plaindre, tu vois. Le serveur, c'est le psychologue numéro 1 des clients, quoi. C'est « Ah ouais, il fait pas beau, je me suis levée ce matin, j'ai fait 1 heure d'embouteillage au bureau. » Ok, et en fait, le serveur, il est là pour t'apporter une assiette, pour prendre soin de toi, t'apporter le vin qui te correspond, etc. Mais les gens ont besoin de parler, ils ont besoin qu'on les écoute. Et je pense que c'est beaucoup ça notre rôle, mais on n'a pas du tout été formé à ça. C'est comment tu fais pour te mettre un imperméable, être capable d'entendre tout ça et de dire écoutez, très bien monsieur, vous avez passé une matinée de merde, asseyez-vous, vous allez ressortir de là, vous allez avoir le sourire. En tout cas, on va tout faire pour y arriver. Je ne dis pas que ça marche à 100%, mais c'est ce vers quoi on tend quand on est obsédé par le bien-être des clients. Parce que moi, c'est ce pourquoi je me lève le matin et je suis convaincue que c'est ce pourquoi se lève mon équipe le matin. La fille avec qui je travaille en cuisine, quand il y a un client qui fait un mauvais retour, mais ça la mine réellement, quoi. Et c'est pas seulement par rapport à moi, elle est tellement obsédée par le fait qu'il faut que tous les gens qui ressortent du resto soient contents, mais c'est super rassurant. Et en même temps super inquiétant, parce que ça prend une proportion énorme.
pas que chez elle, hein, chez moi aussi, où tu te dis, tu peux pas faire 100% de réussite. Et en même temps, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais du coup, on est obsédé par une perfection qui n'existe pas et qui n'existera jamais. Donc, oui, parfois, forcément, je n'excuse pas certaines attitudes que j'ai pu voir et qui existent encore de chefs qui pètent les plombs, qui éclatent des casseroles contre le mur ou qui pètent des piles de vaisselle ou qui insultent un cuisinier. Vraiment, je ne l'excuse pas du tout. Mais je veux dire, quand la coupe est pleine, à un moment, on ne sait plus comment évacuer. Et encore une fois, s'il y a la fatigue et le stress en plus, ça sort comme ça peut, quoi. Après, effectivement, il y a des moyens de se faire aider. Je ne sais pas, effectivement, un coach, c'est une solution. Faire du sport, c'est une solution. Avoir du temps avec sa famille pour décompresser, c'est une solution. Mais dans la plupart des restaurants, et notamment les restaurants avec une grosse notoriété, les chefs n'ont pas le loisir d'avoir 2 jours de week-end en famille. Ils n'ont pas le loisir de se faire 1 heure de sport pour aller taper dans un sac de frappe quand ils n'en peuvent plus. Donc en fait, on te dit, vas-y, démerde-toi avec ton stress et ta pression. Et puis, de toute façon, tu es là jusqu'à ce soir, 2h du matin. Et puis, tant pis pour toi si ça déborde, quoi. Trois questions. La cuisine ouverte, c'est un garde-fou ? Moi, je pense que oui. Après, j'ai beaucoup de contre-exemples. Je pense que c'est... Moi, si j'étais en cuisine fermée, c'est pas pour autant que j'attraperais Alice et que je la secourais dans un coin si elle rate une cuisson. Je connais aussi pas mal de chefs qui sont en cuisine ouverte et qui en ont rien à foutre de la vie des clients, voire même qui trouvent que ça fait un peu spectacle et qui aiment justement, ça fait partie. Et puis les clients disent ça fait partie du folklore de ce restaurant, on adore, on entend le chef gueuler, c'est génial. Ok, moi personnellement j'y vais pas, ça me stresse trop. Donc cuisine ouverte, garde-fou, pour certains peut-être. Ok. Combien vous êtes dans la team au total en cuisine 2 en cuisine, 2 en salle, un plongeur et moi. 2 en cuisine, 2 en salle, un plongeur et toi. Ok. 2 en cuisine, dont toi ? Non. Dont moi. Dont toi, ouais. D'accord. Oui, pardon. Ouais. Ok. T'es au complet ? Ouais. Ok. Tu dirais que c'est combien de pourcents de proportion de ton travail, la cuisine réelle, derrière un fourneau avec un couteau en main ou chez des légumes sachant que je mets... Est-ce que je mets réception de marchandises, etc. dedans Qu'est-ce que tu en penses ? Pour moi, ça compte dans le temps de travail cuisine. Tout ce qui est manipulation de matières premières, on va dire. Que ce soit ranger la chambre froide ou même laver ma cuisine, pour moi, ça rentre dans le travail de la cuisine pure. C'est moins de 50%. À peine moins. Allez, on va dire 50%. Le reste ? Le reste, même si j'ai pris une 2e comptable aujourd'hui, il y a tout ce qui est quand même facture, paperasse, réponse de mail. Je passe énormément de temps sur l'ordinateur parce que mine de rien, le moindre petit truc sur l'ordi nécessite toujours au moins une dizaine de mails, tu vois, que ce soit avec le banquier, que ce soit avec la comptable, que ce soit avec, je sais pas, un client qui demande une private ou même, moi aujourd'hui j'ai pas d'attaché de presse, donc dès qu'il y a quelqu'un qui veut un article, c'est 5-6 mails, il me faut des photos, ouais, c'est pas la bonne définition, et si, et ça, je voudrais une photo du resto, finalement, et si, et ça. Et donc en fait, ça prend beaucoup de temps. Et après, c'est pas quelque chose qui me... Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Le problème, c'est que j'ai du mal à trouver le temps. Parce que tu vois, par exemple, mon banquier, il va me dire, tiens, je suis dans l'urgence, il faut me répondre dans l'heure. Sauf qu'en même temps, il y a le téléphone du resto qui sonne, je prends une résa parce que les serveurs ne sont pas encore arrivés, il y a le jus de viande à lancer, donc Alice me pose des questions, et puis en même temps, je reçois un coup de fil sur mon portable d'une livraison qui est en retard. Et en fait, c'est encore une fois, si j'avais 2 heures devant moi pour faire que ça, c'est comme le ménage à la maison, quoi. Quand t'as l'après-midi, que t'es tranquille avec la musique à fond, c'est cool, mais quand t'as une demi-heure et que tu dois aller au restaurant et que tu dois briquer l'intégralité de l'appart, c'est hyper oppressant. Tu vois, Donc
ouais, je dirais du coup une bonne partie sur l'ordi. Et après, pour faire vivre mon petit restaurant marseillais qui n'est pas sur le Vieux-Port, il faut que je passe beaucoup de temps à l'extérieur, à aller chercher du coup de la visibilité. Donc tout le monde me dit « Ah, c'est super, t'as vachement de presse partout et tout », mais ça, c'est un travail considérable. Mine de rien, là, la semaine dernière, je suis allée 2 fois à Paris sur une semaine. Donc une première fois pour aller à un événement de la liste 1000 où là, tu as tous les chefs français et internationaux qui sont rassemblés à une même soirée où du coup, tu rencontres énormément de gens, tu échanges des cartes. C'est aussi super intéressant d'avoir du temps pour toi, pour discuter avec d'autres professionnels qui ont une autre vision de notre métier, que ce soit voilà, tout. Et puis, ce week-end, j'étais à Omnivore aussi. Donc, en fait, j'ai fait Marseille-Paris, Paris-Marseille, Marseille-Paris, Paris-Marseille en 7 jours. Et ça, c'est super important parce que, en fait, Omnivore, ça me permet de rencontrer plein de gens, ça me permet de toucher un public, ça me permet de faire passer un message, chose que tu ne peux pas forcément faire au quotidien. C'est-à-dire que nous, cuisiniers, aujourd'hui, on a quasiment tous des convictions, notamment sur l'évolution de la consommation des produits en général, de la cuisine, de l'environnement. Et quand tu es à ta cuisine et que tu fais à manger aux gens, déjà, ils ont un peu rien à foutre de ce que tu penses de l'environnement. Globalement, ils viennent pour consommer une assiette, boire un verre de vin et partir. Alors que là, sur Omnivore, ça te permet aussi de parler du combat entre guillemets que tu as au quotidien, tu vois, sur les produits, quelle est ta vision de la cuisine, pourquoi j'ai fait un resto de viande dans une période de véganisme, tu vois, il y a pas mal de choses que tu peux éclaircir de façon très, très directe sur une scène avec des professionnels en face de toi qui derrière vont t'amener des échanges, éventuellement des clients, mais pas forcément, mais en tout cas peut-être un fournisseur, un charcutier qui va te dire tiens, vous avez dit ça, ça m'a interpellé, je suis pas d'accord, est-ce qu'on peut en parler, ou je suis d'accord, enfin voilà, je trouve ça super important. Rester en cuisine toute la journée à faire sa petite cuisine, c'est bien, mais du coup tu évolues sur une toute petite vitesse parce que tu fais, je sais pas, par exemple, il y a certaines recettes que j'ai fait seule au début, j'en sais rien, je prends par exemple le fromage de tête, on m'a jamais montré, je fais le premier, pas terrible. Le deuxième, je m'achète un super bouquin de charcuterie de Sébastien Zozaya, meilleur ouvrier de France, machin, qui fait un truc, je fais génial, tu vois. Là, j'ai recommandé de quoi en faire une troisième. Je me dis, ok, il faut que j'améliore le précédent et encore le précédent. Mais mon but, c'est d'aller chez Sébastien Zozaya et lui dire, ok, il y a des trucs que j'arrive pas à faire, est-ce qu'on peut en parler? Et là, je vais gagner 10 étapes de galère et de lutte où tu trouves des solutions tout seul, mais tu avances beaucoup plus vite avec les autres. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller parler avec les gens, les fournisseurs, de comprendre comment ils travaillent, pourquoi, je sais pas, tel cochon de race Mangalitsa réagit pas pareil qu'un porc noir de Bigorre, pourquoi, enfin tu vois, toutes ces choses-là, si tu parles avec la personne qui l'élève, tu vas gagner énormément de temps. Et c'est ce qui nous manque le plus. Effectivement, ouais. Effectivement, des moyens de gagner du temps, tant sur ces sujets-là que sur les sujets d'ordinateur, tu vois. Sujet d'ordinateur, effectivement, ça doit être extrêmement frustrant de passer une belle partie de ton temps à ça, quoi. Oui et non, parce que en fait, ça fait partie de la vie d'une entreprise en général. Je parle pas du restaurant, tu vois, c'est que dès que tu as, enfin mine de rien, tu vois, dès que tu vas voir ton banquier, si t'es pas au courant des chiffres, tu passes pour un CAC, tu vois. Donc en fait, tu es censé connaître tes chiffres, tu es censé savoir comment tourne ton restaurant. Et moi, la première année, j'étais vraiment la fleur au fusil, à me dire bon déjà, je me suis pris 8 mois de Covid dans la tronche comme tout le monde, mais je me posais pas trop de questions sur la gestion, sur la comptabilité, toutes ces choses-là, parce que je me disais ok, je vais payer un comptable pour le faire, jusqu'au jour où ton comptable fait une erreur et tu te dis merde, putain, j'aurais peut-être pu le voir venir, ou j'aurais... Après, encore une fois, c'est pas mon métier, mais tu es obligé en tant que chef d'entreprise, mais quelle qu'elle soit, de toujours avoir un œil par-dessus ton épaule. Et d'un côté c'est frustrant et en même temps c'est bien. À Ferrandi, ils m'ont appris une phrase qui m'a toujours marquée, c'est dans un restaurant, il faut que vous sachiez faire n'importe quel poste. Demain, le comptable, il t'appelle, il te dit ouais, je pars en congé maternité, je serai absent pendant 2 mois. C'est ma stagiaire qui reprend les comptes de ton resto. C'est bien d'être un minimum capable de savoir ce qui va se passer.
Tu vois, de vérifier, de checker tous les jours, de dire ok, est-ce que là il n'y a pas d'erreur, tu vois, pareil en salle, demain mon sommelier il se casse la patte, bah oui, j'ai pas son savoir-faire, par contre je suis capable de vendre du vin. Pas aussi bien que lui, mais je suis capable de le faire. Et vendre tes vins aussi, c'est-à-dire que tu es en contact avec ton sommelier, il t'a expliqué ce qu'il a acheté, pourquoi il l'a acheté, et tu es capable, tu l'as compris, tu l'as entendu, etc. C'est pas juste le laisser faire son taf dans son coin. Et c'est ça qui... Malheureusement, si, pas mal. Ah ouais C'est responsabilisé à full. Okay. Ah oui, moi j'aimerais beaucoup faire des dégustations avec lui, avoir le temps de choisir les vins, etc. Mais en réalité, aujourd'hui, il est en roue libre complètement là-dessus. Chaque employé est un peu couteau suisse, tu vois, et du coup, tu peux pas avoir les mêmes exigences que dans une maison où chacun a une tâche très définie, très fermée, tu vois. En fait, moi, ce que je leur demande aujourd'hui, et ce qui est compliqué, parce qu'en fait, techniquement, je ne peux pas le faire, mais je veux dire, s'il y a une plante verte qui a soif et qui est en train de crever, tout le monde est responsable de la plante verte, tu vois. Alors que techniquement, c'est dans la fiche de poste de personne. Mais je veux dire, tout le monde est responsable de la vie du restaurant. Moi, ça arrive que je vois qu'une table attend depuis un moment parce qu'ils sont complètement dans le jus. Je trouve ça normal de sortir de ma cuisine, d'aller prendre la commande. Je trouve ça normal que le plongeur aille couper du pain quand en salle, ils sont vraiment dans le jus. Enfin, en fait, je suis une petite entreprise, donc non, il n'y a pas de... j'ai pas envie de cloisonner trop, déjà, parce que je trouve ça bien que tout le monde soit investi à peu près sur tout, même si je peux pas, encore une fois, l'exiger comme ça. Mais jusque-là, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc non, j'ai pas de fiche, et si demain il se casse réellement la jambe, je suis réellement dans la merde. Mais je trouverai une solution parce que je pense que les clients sont prêts à tout entendre à partir du moment où tu les prends pas pour des cons, tu vois. Si demain Jérémy peut pas venir et que je vais voir une table et que je leur dis écoutez, je suis désolée, mon sommelier n'est pas là aujourd'hui, je vais vous conseiller des vins que je connais, que j'aime bien, je vais vous faire goûter, mais je ne suis pas forcément capable de vous en parler et de vous expliquer comment s'appelle le vigneron et quel est le prénom de ses 3 enfants. Par contre, rassurez-vous, tout ce que j'ai à la carte, c'est bon parce que je fais confiance à mon sommelier. Ça suffit. C'est juste de la transparence. Je suis absolument d'accord avec cette posture. Et ok. Et des apprentis, tu y as réfléchi ou c'est pas un besoin que tu as? J'en ai eu un, et là, il y en a un qui arrive la semaine prochaine. Ok, cool. Tu trouves ça comment d'avoir des apprentis? Je trouve ça super. Après, ce qui m'a fait souffrir, vraiment, sur le premier apprenti que j'ai eu, c'est que humainement, c'était un gamin génial. Mais après, moi, j'avais peut-être un peu chargé la mule, quoi. Je venais d'ouvrir et j'ai pris un apprenti envoyé par la Croix-Rouge, réfugié politique, orphelin, qui parlait pas bien français, musulman alors que je fais beaucoup de cochons. Donc j'ai un peu peut-être... voilà. Donc ça s'est très bien passé, sauf qu'au bout d'un moment, il avait quand même un véritable problème avec l'autorité féminine, que je suis. Et donc j'étais obligée de lui dire, écoute, moi je peux pas perpétuellement voilà, te prouver que je suis chez moi, faire le coq, j'ai pas envie, quoi, tu vois. Si je te dis que le poireau il est pas cuit, c'est qu'il est pas cuit, et j'ai pas envie que... Enfin, ça fait 2 mois et demi que tu fais de la cuisine, ça fait 13 ans que je fais de la cuisine, tu vois, enfin, et puis il n'y a pas de débat. Et j'étais un peu fatiguée de tout le temps devoir... voilà. Et donc j'en ai un peu souffert parce que il était hyper attachant, on s'écrit encore des messages, ça me ferait vraiment plaisir de le revoir et je sais que ça arrivera. Et on ne s'est pas quitté fâché, c'est juste qu'en fait au bout d'un moment je lui ai dit écoute, si t'as un problème avec les femmes ici, t'es mal barré, quoi. Donc je pense que malgré tout, en tout cas souvent, bon là c'était la Croix-Rouge donc c'est particulier, mais les écoles castent pas forcément les élèves en fonction de l'établissement où ils les envoient. C'est un peu, bon ben voilà, ils ont une grille à remplir, ils ont une grille d'élèves et puis ils font des flèches et puis basta. Alors que, encore une fois, mettre dans un restaurant qui fait essentiellement du cochon un élève qui... Alors encore, il était vraiment, vraiment patient. Il acceptait de le cuisiner, mais il ne voulait pas le goûter. Donc ça s'est bien passé, mais je me dis, il aurait quand même été beaucoup plus heureux dans un restaurant qui n'en fait pas, où il peut tout goûter, où du coup, il a quand même une marge de progression qui est plus forte parce que c'est une cuisine qui correspond à ce qu'il mange. Enfin, je veux dire, c'est presque du bon sens, quoi. Alors que là, aujourd'hui, c'est un apprenti qui est en reconversion professionnelle, qui m'a envoyé son CV, qui m'a dit « je ne suis pas encore inscrit à l'école, mais je veux faire mon apprentissage chez vous, j'adore ce que vous faites, ça m'intéresse de travailler chez vous, je veux apprendre ça ». Donc là, c'est une autre démarche, mais
Oui, l'apprenti, j'en ai toujours eu envie, mais c'est vraiment à réfléchir parce qu'on part de zéro. Donc c'est une grosse charge de travail. Et puis on ne sait pas du tout sur qui on va tomber. Là, par exemple, l'apprenti que j'ai pris, qui arrive la semaine prochaine, je lui ai fait faire 2 jours d'essai. Mais je trouvais ça normal, et pour lui et pour moi. Enfin, pas seulement que pour moi, c'est juste, ok, on va s'engager pour 1 an. N'importe quel employé, il y a une période d'essai, même lui, il aurait pu me dire, non, mais en fait, ta cuisine, ça me gonfle, c'est pas du tout ce que j'avais compris. Bah voilà, on va pas se faire chier à signer un contrat qu'on va rompre dans 1 mois, parce que ni lui ni moi sommes heureux de travailler ensemble. Donc, et même si à l'avenir, c'est un petit de 18 ans qui est envoyé par le lycée Corot, je lui ferai passer un entretien. Enfin, un entretien, je veux dire, je le ferai cuisiner. Je pense que les 2 sont nécessaires, hein. Ouais, Un entretien et un essai, ouais. Absolument. Ok, super intéressant. Et quel est le conseil que tu donnerais à un apprenti? Bah, c'est un peu compliqué parce que je dirais instinctivement peut-être qu'il faut être sûr de sa détermination, sauf que tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas le savoir. Parce que je pense que moi, avant de faire de la cuisine, on m'avait dit que c'était un métier prenant, on m'avait dit que c'était physique, on m'avait dit que c'était difficile, et en fait, on ne se rend pas compte. Déjà, difficile, ça veut dire quoi? C'est où tu places la difficulté, tu vois. Travailler en étoilé avec des chefs complètement tarés, c'était difficile. Gérer mon restaurant avec des clients que j'aime, une équipe que j'ai choisie, c'est difficile aussi, mais c'est pas la même difficulté. Donc, ça veut tout et rien dire. Du coup, je pense que s'il y a vraiment un conseil que je donnerais à quelqu'un qui commence ce métier, c'est de ne pas rester dans un établissement qui ne lui correspond pas. Jamais. Aussi bien au niveau du management qu'au niveau de la carte, parce que en fait, tout le monde perd du temps. Je veux dire, pour l'avoir vécu dans un sens comme dans l'autre, aller tous les jours au travail avec une boule au ventre, c'est atroce. Mais que ce soit juste par manque d'épanouissement ou parce que le chef est horrible, voilà, c'est pas bon. Et puis dans l'autre sens, traîner un boulet, je parle pas, mais traîner une charge morte avec quelqu'un qui n'a pas envie de bosser, que ça saoule d'être là, c'est horrible dans les 2 sens. Donc du coup, je pense vraiment que si ça se passe mal, je veux dire, il y a tellement de restaurants dans le monde, il faut pas s'emmerder, quoi. Amen. Amen, vraiment. C'est ce que je me tue à dire à tous mes potes petits apprentis de l'Intercontinental qui sont tous en arrêt maladie, en fait. Mais parce qu'ils ont peur, comme j'ai pu avoir peur aussi à l'époque, de se griller. Parce que c'est l'argument que donnent les chefs, en fait, malheureusement, c'est ouais, espèce de petite merde, de toute façon, tu travailleras plus nulle part et tout. Mais aucun chef, même, admettons, si c'était dans son ADN, mais c'est pas du tout le cas, mais si un mec comme Alain Ducasse avait envie de te griller dans tous les restaurants du monde, c'est techniquement infaisable. Je veux dire, il y a personne qui peut te griller. Et en plus, d'expérience, si t'es pro, que ça se passe mal avec quelqu'un, mais si t'es pro, je veux dire, il y a tellement c'est tellement la dèche de personnel en ce moment et de bons ouvriers. Si t'as faim, même quelqu'un à qui on a dit qu'il fallait pas, enfin, tu vois, à qui on a recommandé de surtout pas t'embaucher, finira par te prendre si techniquement t'es bon et si t'es motivé. Moi, quand j'ai été prise au Beef Club, notamment, j'étais arrivée en critiquant mon ancien chef, en disant ouais, parce que donc du coup c'était le chef qui m'avait embauchée et non pas les patrons, et je savais pas que je m'adressais au patron qui était super jeune, il buvait un café au comptoir matin, tu vois, en mise en place et tout, je pensais que c'était des serveurs. Et ils me disent ouais, tu viens d'où? Je dis ah putain, je viens de chez ce con, quel connard, je peux pas le blairer, machin et tout. Et quelques heures après, ce même patron, encore une fois je savais toujours pas que c'était lui, me pose sur ma planche un mail imprimé avec marqué « Je viens de récupérer un oiseau tombé du nid, visiblement il vient de chez toi et ça s'est pas bien passé ». Et le chef en question a répondu « Ça s'est mal passé mais tu serais vraiment con de pas l'apprendre ». Donc finalement, tu vois, moi ça m'a servi de leçon à vie. Finalement, moi, je pensais que ce mec-là allait dire du mal de moi partout parce que c'est ce qu'il m'avait promis en plus. Hein. Il m'avait dit « Ouais, putain, tu me quittes pour ce resto de merde, nanana, tu vas voir, je vais te griller. Comment tu peux me quitter pour aller là-bas? C'est même pas étoilé, ça n'a aucun... » Enfin, et au final, il m'a recommandé. Et puis maintenant, quand on se voit, on se serre la main, on se demande de nos nouvelles. Il sait ce que je fais.
on est au courant des ouvertures de l'un, des trucs, des événements de l'autre. Donc finalement, il y a aussi beaucoup d'ego dans ce métier, il y a beaucoup de menaces. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chef qui fait des menaces n'aura de toute façon pas le temps de les mettre à exécution. Vraiment pas. Je connais aucun chef qui se dit tiens, le petit apprenti là, je vais prendre 1 heure, je vais prendre mon téléphone, je vais faire ma mailing list, je vais appeler tous mes potes. Tu vois, encore une fois, c'est impossible. Si le mec avec ça à faire. Ils sont convaincus, ces petits bonhommes dont on parlait tout à l'heure, ils sont tous convaincus de ça. Bah oui, je sais, mais moi aussi je l'ai été. Mais encore aujourd'hui, je fais hyper gaffe à ce que je dis. Alors moi, c'est un autre niveau aujourd'hui, mais là, il y a un connard sur les réseaux qui m'a pourri sur Instagram, qui a pris une photo à moi, qui l'a publiée. Avec marqué si vous avez besoin d'hôtesse, donc j'étais avec toutes mes copines chefs et il y avait marqué si vous avez besoin d'hôtesse pour un événement, n'hésitez pas à contacter la liste. Sous-entendu, si vous avez besoin de putes pour vos événements, voilà. Donc je le contacte en lui disant écoutez, vous avez pris ma photo, c'est interdit, ça m'appartient. Ensuite, j'aime pas le message que vous faites passer, merci de retirer la photo. Et il a republié la même photo où il a remplacé toutes nos têtes par des smileys Disney. Avec marqué « À la demande de la femme du boucher, j'ai apporté quelques modifications à cette publication jurée trop sexiste. » Et là, tu te dis « Ok, donc c'est un pseudo, je sais qui est derrière, c'est un gros journaliste de la food, qui lui, techniquement, a le pouvoir, plus ou moins, mais en tout cas de me faire mal, pas de me détruire, mais de me faire mal. Donc tu dis « Est-ce que je rentre dans une guerre ? Ou est-ce que j'en reste là ?» Et donc en fait, la menace, elle est partout. Enfin, tu vois, il n'y a pas que le chef qui peut te détruire derrière, il y a les médias. Tu fais un post, un truc, un machin de travers sur Instagram, tu te fais défoncer. Et une mauvaise réputation, je veux dire, une bonne réputation, ça prend des années à construire, et une mauvaise réputation, ça arrive en 2 jours. Donc la menace, elle est... je veux dire, même après, je pense que... Mais lui, c'est pour passer le temps qu'il fait ça ? Oui. Lui, c'est vraiment son passe-temps. Et lui, il a vraiment le temps, il ne fait que ça. Quel enfer. Ça s'appelle Le Gora Food sur Instagram, il fait que ça, que démonter des chefs. En faisant des vidéos soi-disant drôles, en tournant tout à la dérision. Et à côté de ça, il écrit pour des papiers très sérieux. Donc en fait, les 2 comptes ne sont pas rattachés, mais tout le monde sait qui c'est. Et en même temps, il est relativement inattaquable parce qu'il utilise toujours, encore une fois, il n'a pas mis des putes, il a mis des hôtesses. C'est très subjectif. Sauf que quand tu vois l'intégralité du contenu, tu comprends qu'en fait, il passe son temps à faire ça. C'est toujours borderline, ce qui fait qu'il n'est pas attaquable. Mais ça reste hyper dégradant ce qu'il fait, tout le temps. Et encore une fois, tout le monde sait ce qu'il fait, mais qui sait, mais personne ne dit rien. Et le côté sexiste, il est épisodique ou c'est régulier dans son compte ? Enfin bon, ça sert à rien qu'on lui fasse qu'on lui parle de lui en fait. Mais, lui, je t'avoue que ça m'a tellement blessée que c'est très récent et il a évidemment posté ça juste avant qu'on fasse Omnivore, parce qu'on était, du coup, les 3 personnes avec qui j'étais sur la photo, on a fait Omnivore toutes les 3, enfin les 2 personnes du coup. Et il a mis ça juste avant Omnivore pour nous déstabiliser. Et il a d'ailleurs écrit avec ce compte à l'une d'elles en disant alors, t'es prête pour Omnivore, tu sais que tu vas te faire massacrer. Donc en fait, ça n'est que de la déstabilisation. C'est le but, c'est ouais, de toute façon, t'es pas professionnel, tu vas pas y arriver, ça va mal se passer, mais bon, je serai là dans la salle pour jeter un petit clin d'œil. Encore une fois, on n'a pas la certitude de savoir qui c'est. Donc, ce genre de truc, c'est assez fréquent en fait, l'intimidation. Alors que tu te dis, putain, je vais sur scène pour désosser un demi-cochon et parler de l'importance d'utiliser toutes les pièces de viande et de faire du boudin avec la tête. Je veux dire, il n'y a pas d'enjeu politique, mais le mec, c'est son passe-temps. Et puis si tu te casses la gueule et si tu rates ta démo, il va le publier sur tous les réseaux en disant je vous l'avais dit, elle n'était pas à la hauteur, elle n'allait pas y arriver, de toute façon c'est qu'une connasse qui a vu la lumière et qui est rentrée. Voilà. C'est à gerber. Ouais, c'est très souvent. Ok. Là, je me rendais pas compte de ça. Bah écoute, ça fait partie des pans de notre métier à gérer, en plus du reste. Où aujourd'hui, quand tu es chef de cuisine, on te demande par rapport à avant d'être très médiatisé, d'avoir un compte Instagram sexy, d'être en forme, d'être sportif. Tu vois, aujourd'hui, le chef rougeau alcoolique, il fait plus envie. Donc il faut que tu sois sympa, détendu, que tu aies une tag life, mais pas trop. Il faut que tu sois présent sur les réseaux, mais pas trop, parce que c'est pas bon signe quand même. Ça veut dire que tu bosses pas. Enfin, tu vois, en fait, tu te dis, oh, putain, c'est dur ce que vous me demandez, quoi. Enfin, encore une fois, moi, je suis cuisinière, je suis pas photographe.
malgré tout, quand tu postes une photo de travers, tu vois, moi j'essaye d'inciter les gens à comprendre un peu ce qu'ils mangent et à réaliser que derrière une assiette, il y a un animal. Et quand je mets une photo d'un porcelet, je reçois des dizaines de messages d'insultes. Ouais, vous vous rendez compte, vous respectez pas ce pauvre petit animal. Et c'est des gens qui viennent manger chez moi. Et tu te dis, mais qu'est-ce que tu crois que tu manges quand tu bouffes une saucisse, mec? Tu manges exactement ça, c'est juste qu'effectivement il est adulte et que tu as du mal à faire le lien entre ce que tu manges et tu n'as pas envie de te rattacher à la mort. Donc ça c'est encore un vrai sujet très compliqué, la mort en 2022. Je pense que les gens s'imaginent que tout pousse sur des arbres. Mais moi, ça fait partie des choses que je revendique. Et donc tu as des gens qui trouvent ça super et tu en as d'autres qui trouvent ça abominable, comme des arguments à la con que j'ai pu entendre, genre vous faites du poulpe mais vous vous rendez compte que c'est un être intelligent. Ouais, du coup, le poulet il est complètement con, donc on peut l'abattre par milliers. C'est quoi ton critère d'abattage en fait? C'est délit de faciès, pareil, le poulet il est moche, on s'en fout. Par contre, le petit chevreau il est mignon, donc il mérite de vivre. Voilà. Sauf que si tu bouffes du fromage de chèvre, pose-toi les bonnes questions. Il va où le petit chevreau? Donc ça, c'est des codes que tu as à déconstruire. Il faut que tu te justifies, il faut que tu parles aux gens, aux médias, aux clients. Tous les jours, j'ai des clients qui viennent me poser des questions à la con, quoi. Tu vois, et qui sont pas, qui sont souvent, quand je dis des questions à la con, c'est pas forcément la question qui est conne, c'est l'intention avec laquelle elle est posée. C'est tout de suite dans l'agression. C'est ah mais moi on m'a dit que et vous vous permettez de non excuse-moi alors déjà si tu veux qu'on discute, si tu m'abordes comme ça, on va pas aller loin. Par contre si tu veux qu'on parle réellement de ce pourquoi je fais le chevreau parce qu'aujourd'hui c'est un sujet qui me pose énormément de problèmes. Parce que ça ne fait pas partie des mœurs et ça ne fait pas partie des habitudes alimentaires de manger du chevreau. Je dis, mais à Marseille, vous bouffez tous des brousses du rhum, mais où vont donc les petits? Ils viennent à la femme du boucher et ils sont consommés, plutôt que jetés à la poubelle. Ce qui me paraît, en fait, du coup, un cercle assez vertueux. Par contre, bouffer des kilotonnes d'agneaux à Pâques, parce que c'est traditionnel, ça pose de problème à personne. Donc, moi, j'arrive pas à faire la différence, en fait. Réfléchissez à tu vois, même tous ces végétariens qui te parlent d'impact sur la planète de l'élevage intensif. Alors tu dis oui, l'élevage intensif, mais c'est pas ce à quoi je contribue avec mon restaurant qui travaille avec des petits producteurs. Par contre, si vous voulez, on parle des kilotonnes d'avocats qui viennent du Pérou, que vous enfilez, ou de baies de goji, ou de... tu vois, je sais pas, moi, quand je vois l'alimentation de la plupart des restaurants végétariens et véganes, je me dis, mais je ne suis pas une obsédée du local, mais enfin bon, quand tu fais venir 4 colis d'avocats par semaine dans ta chambre froide, putain les gars, mais ça c'est grave aussi. Hein. Genre un fromage en AOP absolument incroyable, t'imagines même pas la qualité de la viande. Aujourd'hui, c'est envoyé pour 5 € symboliques en Italie, il y a la moitié des chevreaux qui crèvent en route. Ça, c'est un désastre écologique, ouais, pour moi. Ça n'est que du bon sens. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Omnivore ce week-end où on voulait vraiment monter sur scène avec un demi-cochon pour avoir un message fort aussi, tu vois, avec la tête posée en bout de table et tout, alors que la moitié des stands dans Omnivore, c'est des trucs végé, avec du bacon en plastique pour vegan. Je trouve ça important d'avoir un message fort où tu dis, intéressez-vous à l'animal, intéressez-vous à l'élevage, mangez moins de viande, oui, certes, c'est une chose, ne pas en manger à tous les repas, c'est une chose, arrêtez de bouffer que de l'entrecôte, il n'y a pas que ça dans la vie, tu vois. Et encore une fois, ça ne sont que des effets de mode. Demain matin, Cyril Lignac, il fait une vidéo de boudin sur M6, ce qui n'arrivera à mon sens jamais. Le lendemain, tout le monde va trouver ça génial de bouffer de la tête de cochon et du sang. Et ça va prendre 10 € au kilo en plus sur les étals. Et tu vois, ça n'est vraiment que ça. C'est des modes de consommation comme on a eu, je sais pas, le macaron quand j'ai commencé la cuisine, mais tout le monde ne jurait que par le macaron. Tu te dis, oh, c'est un biscuit aux amandes avec de la confiture. Enfin, les mecs, ils te vendaient 6 balles le macaron dans certaines boutiques. Tu te dis, mais tu l'as fait à la feuille d'or avec les yeux bandés et une main dans le dos ou, enfin, je sais pas, moi, on peut pas en vouloir aux gens. Même nous, en tant que restaurateurs, qui sommes considérés comme professionnels, on a déjà du mal à avoir les infos. Enfin, toutes les infos, si on s'intéresse à... Enfin, je veux dire, il y a 5 ans, on nous disait qu'il faut absolument manger bio. Aujourd'hui, on nous dit ça veut rien dire. Après, on nous a dit qu'il faut surtout manger local. Et maintenant, on nous dit, ah ouais, mais alors local, mais jusqu'où? Parce que du coup, je veux dire, la plupart des restos font quand même du café. Tu fais des gâteaux au chocolat. Tu sers du vin, pas forcément. Tu fais pas forcément venir ton vin d'Australie, mais en tout cas,
S'il vient de Champagne, c'est pas non plus, je veux dire, ça reste. Mais du coup, la barre du local, tu la mets où? Moi, je suis quand même plus proche de l'Italie que du nord de la France, tu vois. Donc, ok, consommer local, c'est bien, mais est-ce que du coup, l'Italie, tu considères que c'est encore dans une zone géographique acceptable? Tu vois, c'est super compliqué. Et puis, tu as toujours un consommateur qui, de toute façon, va te dire que tu as tort, ça c'est sûr. Et du coup, on est perdu, même sur le bien-être animal, qui est un sujet hyper important aujourd'hui. Comment tu fais pour savoir si l'animal a été étourdi ou pas avant abattage aujourd'hui? Qu'est-ce qui te le garantit? Ton boucher, il ne sait même pas ce qu'il a dans ses chambres froides. Lui, il va te garantir une viande de qualité, élevée correctement à la limite, ça c'est quand tu as de la chance. Mais après, est-ce que l'animal a souffert? Est-ce qu'il a passé 3 jours dans un camion, dans sa merde et dans sa pisse avec 2000 congénères enfermés dans 20 mètres carrés? Personne n'est capable de te le dire. Donc pour moi, la mésinformation, elle est là. Et je trouve qu'on te demande en tant que restaurateur d'avoir de la transparence sur tes produits, mais toi-même, tu ne l'as pas. Parce qu'en fait, il y a une espèce de vide juridique au milieu, qui est volontaire, hein, parce qu'on n'a pas forcément envie que tu saches dans quelles conditions ça a été fait, ça arrange tout le monde. Et même ça, enfin, tu fais confiance à ton éleveur, mais tu te dis, je ne vais pas aller de façon intempestive vérifier s'il a fait une picouse à son cochon parce qu'il avait un kyste, ou tu vois, je suis obligée de lui faire confiance. Donc c'est compliqué. Et si le mec il me trahit, j'ai aucun moyen de le savoir. La plupart des restaurateurs, je pense, s'en foutent. Ok. La plupart. Ok. Je dis bien la plupart, parce qu'on est quand même De plus en plus. une sacrée poignée d'irréductibles gaulois, mais il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de restaurants de masse qui font de l'abattage. La restauration repose encore énormément sur le tourisme. Et tu vois, le touriste, malheureusement, dans l'esprit commun, c'est le bon pigeon qui vient qu'une fois. Tu lui sers un truc très médiocre avec des produits pourris. De toute façon, il est content d'être en France et d'avoir la vue mer. Fin de l'histoire, quoi. Et le problème, c'est que ces restaurateurs-là desservent vachement notre cause. Ils sont nombreux et après, voilà, ils gagnent beaucoup plus d'argent que nous. Donc, je sais pas si on peut forcément les critiquer, parce que quand tu vois que un petit restaurant qui essaye de bien faire les choses, qui commande de la belle cam, qui traite son personnel correctement. Par exemple, moi, je suis fermée 2 soirs par semaine, plus le week-end. C'était déjà pour moi, et aussi par respect de mon personnel. Tu vois, ils sont payés 39 heures, je leur en fais pas faire 70. Sachant que la plupart des restaurateurs ne se privent pas de le faire. Donc en fait, à partir du moment où tu sers des produits de merde, tu exploites ton personnel et tu prends ton client pour un con, tu génères du chiffre d'affaires suffisant pour être tranquille. Moi, dans mon cas, j'ai un grain de sable dans le rouage, je vais dans le mur. Donc c'est facile de critiquer les autres, mais en même temps, il y a plein de fois où je me dis, voilà, si demain mon four il lâche et que je dois en racheter un, je suis pas sûre d'avoir la trésorerie pour le faire. Et si demain on me propose une pub pour Erta qui est financée 20 000 €, qui me paye mon four, tu vois, tu te retrouves en fait face à des problèmes qui te dépassent, tu vois. Et je pensais pas. Bon, la réponse est non, hein, pour la pub Erta. Mais moi avant je critiquais, tu vois, mes confrères qui faisaient des pubs à la télé pour Soignon et tout. Je me disais putain, le mec il a un super resto, il revendique des produits frais, il fait une pub pour Soignon, mais il a vraiment pas de race et tout. Et je me dis bah ouais, mais en fait l'économie d'un restaurant est super fragile, surtout quand tu achètes des beaux produits, et c'est chaud. Donc comme mon chevrier qui me dit moi je critique pas ceux qui envoient leur lait de chèvre à des grosses entreprises de fromage, tu vois, pourris, parce que ils ont une femme, des enfants à nourrir, et qu'ils peuvent pas se permettre de se dire est-ce que le mois prochain je vais pouvoir me payer. Donc en fait on est coincé. Comme sur tous les salons où je vais, t'as que des chefs qui viennent faire des démos en disant nous on utilise des bons produits, et en même temps tu peux avoir président Lactalis dans le salon et tu te dis bah ouais, mais sans président Lactalis il n'y a pas de salon. Donc c'est un système qui est corrompu, alors on a tous envie que ça s'arrête, mais en même temps on n'a pas de solution à apporter. C'est pas mon producteur de tomates dans le 14e qui va financer le Syrah. C'est sûr. Enfin, tu vois. Donc
Encore une fois, moi je ne suis pas d'accord avec certaines pratiques, mais parfois quand je suis dans la merde, je me dis putain, c'est dur d'avoir des convictions aujourd'hui et de garder la tête en dehors de l'eau, quoi. Vraiment. Ouais, je le comprends. Anthony me disait un truc intéressant qui était qu'en fait on allait vers une perte du patrimoine français. Parce que comme tu le dis, un resto comme le tien qui veut bien traiter ses employés, bien traiter ses producteurs et ses clients, donc en leur servant des choses de qualité, en ne se foutant pas de leur gueule, comme tu le dis, un grain de sable dans le rouage, ça part en cacahuète, alors que c'est pas du tout le cas des brasseries à but touristique, etc. Et donc au final, c'est pas motivant. C'est-à-dire que c'est tellement risqué comme entreprise que on n'a plus envie de faire de la bonne nourriture, de bien traiter nos employés, etc. Donc qu'est-ce on aurait besoin d'une réduction des charges, on aurait besoin peut-être plus d'aide, on aurait besoin peut-être de... Je sais pas, honnêtement. Qu'est-ce que peut faire l'État, quoi ? Ce qui nous fait le plus mal, c'est la masse salariale. Hein. Vraiment, je veux dire, à l'unanimité, c'est quand même fou de te dire que quelqu'un qui est payé 1 300 € net par mois te coûte 3 500, tu vois. Donc en fait, tu fais le calcul de ta masse salariale. Moi, j'ai un petit restaurant, j'ai 12 000 € de masse salariale. Tu te dis, c'est ahurissant, quoi. Et encore, je suis en EURL, ça veut dire que mon salaire à moi n'est pas chargé. Donc tu pourrais multiplier encore. Donc c'est ouf. Enfin, je veux dire, et c'est ça. Et du coup, le jour où tu as un membre de ton personnel qui est top, qui te demande une augmentation qui est légitime, tu te dis, mais si je t'augmente de 100 €, ça me coûte 200 €, et si vous êtes 3 à me le demander, ça fait 600 €. Et tu te dis, mais en fait, c'est vertigineux. Tu vois, c'est pas. Enfin, encore une fois, pour un établissement comme moi, c'est vertigineux, 600 € en plus par mois. Donc en fait, c'est pas tellement les charges fixes. Hein. Tu vois, un loyer, aujourd'hui, c'est 1 000 €. Un emprunt bancaire, allez, max, ça va être 2 000, 3 000 €. En tout cas, dans des petites entreprises marseillaises, tu vois, c'est jamais... Mais par contre, bam, 12 000 € de salaire. Et encore, tu te dis, putain, c'est même pas ce qui va dans la poche de mes employés, tu vois. Alors, effectivement, il faut bien que l'État remplisse les caisses à un moment. Mais je me dis, comment ça se fait qu'un restaurant qui génère peu de chiffre d'affaires finalement par rapport à tout ce qui sort, parce que tu as la matière brute, je veux dire, les fournisseurs, il faut les payer, tu vois. C'est-à-dire qu'un informaticien, par exemple, qui va travailler seul avec son ordi, 0 matière première, un ordi qui va acheter une fois tous les 3 ans, qui va lui coûter 1 000 € tous les 3 ans sur le compte de la boîte, va générer 4 fois le chiffre d'affaires du restaurant, à lui seul, et son salaire va être chargé de la même manière que mes employés. Donc il y a quand même un souci, tu vois. Et tu peux prendre l'exemple de ce que tu veux, d'un banquier, on s'en fout. Bien sûr. Mais en fait, nous, on a, je veux dire, et encore une fois, même sur la matière première, on nous bouffe de la TVA, tu vois. Donc en fait, tu te fais taxer de tous les côtés. Et après, il y a encore les impôts, en plus. Donc en fait, une fois que tu as payé tout ça, tu fais le compte, tu te dis putain, j'ai bien bossé ce mois-ci, et là je parle des mois où tu as bien bossé, et tu regardes ce qui te reste dans la poche et tu te dis eh ben faut être vraiment motivé, quoi. C'est, tu vois, vraiment motivé, quoi. Après je le suis et on est plusieurs à l'être, mais c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas la majorité. Parce que encore une fois, je pense que quand ça fait 15 ans que t'en chies, comme c'est mon cas aujourd'hui, ou comme c'est le cas de la plupart des petits restaurants comme moi, je pense qu'au bout d'un moment, on te propose une solution de facilité, tu te dis ouais, en fait, après 15 ans à cravacher comme un chien, me payer des vacances une fois par an aux Maldives, ça me ferait du bien, tu vois. C'est un peu ma question d'après. Quelle est l'étape d'après, en fait? Quel est l'objectif et quel est Est-ce que tu te fais chier jusqu'à arriver à un stade où tu te dis ok, quand je serai là, je serai tranquille? Est-ce que c'est un plus grand restaurant? Est-ce que c'est dans un hôtel? Est-ce que je sais pas du tout. Moi, je suis pas sûre que plus grand ce soit mieux, parce que en fait tous les problèmes sont exponentiels. Donc je veux dire, qui dit plus grand dit plus de staff, donc plus de charges, donc plus de... après, tout le monde dit que faire du volume ça rapporte plus de sous. Bon, je veux bien le croire, mais par contre la charge de problème est plus grosse aussi, donc je suis pas sûre d'avoir en tout cas aujourd'hui les épaules pour le faire et l'envie de le faire. Non, moi, mon idée plutôt, c'est de pérenniser le restaurant en faisant des choses qui m'ont jamais traversé l'esprit avant, mais faire des privatisations de temps en temps, faire des événements à l'extérieur,
tu vois, qui te ramènent un billet d'un coup, ou tu vois, même faire je sais pas, des 4 mains, où du coup, je vais signer une carte dans un resto, c'est-à-dire que moi, Laetitia Wyss, toute seule, sans coût matière, je me déplace dans un restaurant et je vais ramener un chèque à mon établissement sans avoir dépensé de matières premières, sans avoir sollicité mon staff, sans avoir payé l'électricité, l'eau, enfin, tu vois. Où là, du coup, tu te dis, ça te permet de mettre un peu de beurre dans les épinards. Heureusement, en ce moment, c'est des choses qui marchent pas mal, donc voilà, mais encore une fois, pour en arriver au stade où tu es sollicité par un restaurant pour signer une carte, etc., il faut avoir une notoriété. Et la notoriété, ça te... D'où l'intérêt du travail sur l'ordinateur, etc. Voilà, donc en fait, tout est intimement lié, donc c'est un travail de longue haleine. Quand tu es dans la merde et que tu te projettes, tu te dis, ok, il faut que je tienne, il faut que je... Mais encore une fois, à quel moment tu te dis, ok, là, il faut que je lâche. Tu vois, moi, quand je vois les restos qui ferment, je me dis, est-ce qu'ils étaient vraiment arrivés à un point de non-retour? Est-ce que c'est une lassitude? Est-ce qu'ils n'en voyaient pas le bout? Est-ce qu'ils ont tout essayé? Enfin, moi, je sais que quand au mois de mai, juin, juillet dernier, là, je bossais très peu parce que canicule de ouf. Voilà, les gens préfèrent être à la plage, à manger une tomate mozza plutôt qu'être ici à manger des rognons. Je peux le comprendre, il n'y a pas de problème. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire, quoi? Et je me suis dit, tiens, est-ce que je m'inscris à Top Chef pour avoir plus de visibilité? Est-ce que j'ai envie d'aller faire une émission qui me ramène une clientèle? Et quelle clientèle ça va me ramener? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que j'ai les épaules pour le faire? Parce que derrière, tu te prends alors là, c'est des milliers de mails insultants. Tu vois, je suis pas sûre. Enfin, donc à chaque fois, c'est que des placements. Tu te dis, ok, je mets 3 billes là, 2 billes là. Est-ce que ça va marcher? Ok, est-ce que c'est comme le rendez-vous que j'avais tout à l'heure, tu vois? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai pas l'impression de vendre mon âme au diable par rapport à mes convictions? Est-ce que ça vaut le coup? En fait, et le problème, c'est que encore une fois, tant que t'as pas essayé, tu sais pas. Donc c'est que des paris. Comme ouvrir une boucherie à Marseille, à Castellane, en plein Covid, c'est un pari. Et tu te dis, je peux tout perdre en fait. Ok. Et Top Chef, du coup, c'est majoritairement ça, ces retombées négatives et l'image publique et médiatique qui t'a freiné? Top Chef, ouais, ça, et puis on m'a dit quelque chose qui m'a un peu marqué, c'est tu te bats pour montrer qu'il peut y avoir une image bienveillante en cuisine, il peut y avoir un management cool et détendu, et en fait Top Chef défend exactement le contraire. Tu vois, tu compresses des candidats, tu les fais sortir le meilleur d'eux-mêmes en les mettant sous pression, dans un concours hyper stressant où ils sont traités comme de la merde par leur coach. Et je me dis, du coup, est-ce qu'à un moment, je vais pas avoir un sentiment de... Et puis c'est de la télé, quoi. Ils ont envie de te faire chialer, ils te font chialer, quoi. Enfin, moi, en plus, je suis cliente numéro 1. Tu me pousses un peu, je perds en 2 secondes. Donc, je me dis, est-ce que j'ai envie de me prêter à ce jeu-là, devant des millions de téléspectateurs, en trahissant mes propres convictions, pour éventuellement gagner une clientèle? Et ça, c'est éventuellement, parce que je suis même pas sûre que ça va marcher. Et si ça marche, est-ce que c'est une clientèle qui me correspond? Ça fait beaucoup de SI par rapport au sacrifice que ça représente, parce que c'est quand même 8 semaines de tournage où tu n'es pas dans ton restaurant. C'est pas anodin. Donc ça veut dire que je dois payer un remplaçant pendant 8 semaines, que je ne connais pas, qui va potentiellement me faire perdre ma clientèle d'habitude ici. Tu vois, enfin, ça fait en fait trop de contraintes par rapport à ce que ça peut éventuellement me rapporter. Et puis en plus, il y a ceux qui se disent elle a fait Top Chef, elle n'a pas de valeur et elle est complètement obsédée par le médiatique. Ça, de toute façon... Donc justement, les habitués, ils vont se sentir en fait, c'est plus notre copine, c'est une fille de la télé. Oui, donc, quoi que tu fasses, de toute façon, à chaque fois que je fais... Parce que j'en fais quand même de temps en temps des petites émissions, des trucs, des machins, et je me le prends dans les dents, tu vois. Là, il y a Jamie Oliver qui est venu au resto, c'est genre, ah ouais, comment t'as fait pour avoir Jamie Oliver dans ton resto? Qu'est-ce que tu veux savoir? C'est quoi ta question? Moi, on m'a appelé, on m'a dit, on veut faire un tournage chez vous. J'ai dit oui, je savais même pas que c'était Jamie Oliver, je l'ai su le jour J. Voilà, j'ai passé un super moment avec lui. Je sais que le jour où l'émission va sortir, je vais m'en prendre de toute façon. À chaque fois que tu fais de l'image, quelle qu'elle soit, tu te fais critiquer, c'est obligatoire. J'ai peut-être mal compris, mais quand tu dis qu'on te demande la question qu'est-ce que tu as fait pour ça, ils font pas des sous-entendus graveleux quand même. Moi aussi, ça arrive. Je suis une femme, je suis jeune, donc forcément, j'use de mes charmes ou de mon corps pour avoir...
tu vois, même le fait que je sois invitée à la liste ou que ce week-end j'ai cuisiné avec Ducasse ou ce genre de truc, alors t'as ceux qui disent ouais c'est génial, t'as bossé pour en arriver là, et je les connais aussi les vipères, tu vois, qui disent ouais, enfin bon, la meuf c'est bon, elle a 31 ans, elle bosse avec Ducasse, on se demande pourquoi, hein. On se demande pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, tu crois que... Oui, en fait oui, mais après, il paraît que même la mauvaise pub est bonne à prendre. Ouais, il paraît, ouais. Mais c'est vrai que c'est chiant, et c'est tout le temps comme ça. Et on t'invite à un pince-fesses où du coup t'es un peu féminine, tu mets une robe, des talons, un machin, c'est genre ah bah dis donc, on dirait pas que vous faites du cochon, de la saucisse et du pâté en croûte, c'est vraiment vous qui les faites. Ouais, donc en fait... T'es obligé de te trimballer avec ton hachoir en bandoulière, quoi. Tu te comportes comme un bonhomme, on te dit que t'es chiante, que t'es féministe, enragée, relou, tu te comportes... tu mets des talons, on te dit que t'es une pain-bêche, tu fais... Enfin de toute façon, voilà, encore une fois, quoi que tu fasses, il y a le couperet qui tombe, donc... il faut l'accepter parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone, tout le monde a un droit de jugement sur tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Enfin, moi, de temps en temps, je mets un t-shirt en cuisine, il y en a qui me disent « Ouais, c'est génial, la veste de cuisine, c'est tellement désuet. » Et puis, il y a le voisin qui va me dire « Ouais, enfin, ça fait quand même pas très professionnel. » Dans la même demi-heure. Donc, tu dis « Ok, mais en fait, j'ai demandé l'avis ni à l'un ni à l'autre. » Voilà. J'avais juste envie de mettre un t-shirt ce matin, j'étais pas convaincue que ça ouvre un débat. Tu parles de réflexion là qui t'arrive en face, en humain, oui, face-to-face. ou sur les réseaux, parce que sur les réseaux c'est encore plus... Enfin, tu vois, aujourd'hui tu peux quand même laisser un commentaire sur internet en étant planqué derrière un pseudo, c'est-à-dire que tu n'as même pas... Moi ce que je trouve fou c'est les clients qui partent, sachant qu'on demande à tout le monde si ça s'est bien passé, tout le monde dit oui. Donc quand je vois une étoile sur 5 sur Google avec marqué c'était déplorable, je me dis ah ouais, bah alors du coup il y en a quand même un qui m'a menti droit dans les yeux en me disant c'était super. Et qui sait, parce qu'en plus il y a un pseudo, tu vois. Alors que là, je t'ai laissé l'opportunité à ce moment-là de me dire non, j'ai pas aimé, ou c'était pas à la hauteur de mes attentes, ou j'étais très déçue, ou même c'était à chier si tu veux, enfin en fait ce que tu veux. Mais je comprends pas cet acharnement à vouloir à tout prix juger. En plus, moi ça me plaît pas, je reviens pas, fin d'histoire, tu vois. Après, si vraiment je trouve ça horrible, je peux en parler à la personne, mais c'est vrai que ça demande du cran, tu vois, d'aller voir quelqu'un et de dire c'était nul. Mais de là à mentir et puis derrière, bon. J'en ai un peu parlé de la critique avec Anthony et j'en ai parlé avec Julien ensuite, qui m'a dit un truc. Il me dit en fait, moi les critiques internet, je les regarde pas, je les lis pas une seule seconde parce que, même quand je les lis, je m'en fiche. Parce qu'au final, j'estime qu'une critique intéressante ne vient que d'un mec qui sait de quoi il parle. Et en fait, un mec qui connaît et qui sait de quoi il parle, et bah, tout simplement, il va avoir la décence et le respect pour ton travail pour venir te voir et te dire droit dans les yeux, écoute mon coco. Et il le dit lui-même, il dit écoute gamin, écoute gamine, en se mettant lui le gamin, tu vois. Et il accepte de se prendre des remontrances d'un mec si le mec arrive pour lui dire en face. Ah mais c'est clair, mais moi quand quelqu'un me fait une remarque sur mon travail de façon constructive, ce qui arrive très rarement, mais ça arrive, je regoute ce que je lui ai servi, je fais 2 pas de recul, ça me fait toujours une petite remontée acide sur le moment et en général, il a raison. Vraiment, dans 95% des cas, quand il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant « Écoutez, je suis désolée, je trouve que ça manque un peu d'assaisonnement ou ci ou ça », tu goûtes et tu te dis « Putain, merde, il a raison ». Parce qu'encore une fois, comme tu viens de dire, quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui prend son courage à 2 mains pour venir te le dire droit dans les yeux, c'est pas un casse-couille. Il n'est pas en train de te dire oui, alors attendez, parce que moi, ma mère, je m'en fous de ta mère, tu vois. Là, en fait, c'est son ressenti à lui qui est absolument la chose que tu peux pas critiquer, tu vois. Moi, j'assaisonne tous mes plats. Tu as toujours l'impression, en tout cas, chaque chef a sa façon de faire et tu dis toujours j'assaisonne à la perfection et quand quelqu'un te redemande du sel, ça t'énerve. Aujourd'hui, je vois que, 3 fois par service, on me demande du sel. Bon, bah écoute. Hein, chacun fait ce qu'il veut avec son assaisonnement. Si le mec veut bouffer sur salé par rapport à ce que moi je mange déjà salé, donc je sais. Mais après ça les regarde, tu vois. En fait, si lui il est content avec ça, même les gens qui s'offusquent, même si évidemment c'est pas l'endroit. Le mec il me demande du ketchup pour manger avec son entrecôte, je vais lui dire poliment bah non, je suis désolée monsieur, j'en ai pas. Par contre, je vais pas me dire oh là là, mais il a rien compris. Mais si, ça le fait kiffer en fait. Je dis pas qu'il a raison, je dis juste il a pas voulu être offensant. C'est sa façon de manger son entrecôte, comme les gens qui mettent des glaçons dans le whisky et les autres non. Enfin, t'as plusieurs écoles, chacun fait ce qu'il veut en fait. Je suis absolument d'accord. Est-ce que tu es pressé par le temps? Un petit peu. Ok, on va terminer alors. J'ai quelques toutes petites questions pour terminer, très rapides. Ouais. Ton dernier repas, si tu étais condamné à mort, qu'est-ce que ça serait?
Si je devais aller manger chez quelqu'un? Non, si tu étais condamné à mort et que tu pouvais demander ce que tu veux avant de mourir. Un riz de veau. Ok. Ok, très bien. Et du coup, j'aimerais juste que tu me dises... du coup, en fait, ça marche moyen parce que je t'ai peu posé de questions. Mais est-ce qu'il y a une question qui t'a intéressé? Est-ce qu'il y a un sujet qui t'a plus intéressé? Est-ce qu'il y a un sujet qui était plus compliqué pour toi à aborder? Non. Non, je trouve que c'était assez... après, j'ai beaucoup parlé, je suis un peu partie dans tous les sens, mais c'était très bien. Je t'ai dit tout ce que je pensais, en gros, les difficultés que je peux ressentir dans le regard de mon personnel parfois, tu vois, ou les injustices qu'ils ressentent, qui me rappellent quand même qu'il n'y a pas si longtemps, je pouvais ressentir la même chose, tu vois, et en même temps, maintenant, je suis de l'autre côté de la barrière et je me dis, merde, putain, je le comprends, et en même temps, je ne peux pas faire autrement, enfin, tu vois, c'est... Tu crois qu'on aurait pu te l'expliquer, toi, quand tu étais encore de ce côté des services? Non, vu les patrons avec qui j'ai eu des problèmes avant, non, il n'y avait pas de... il n'y avait pas d'explication. Après, c'est souvent des phrases qu'on entend, c'est si ça ne te convient pas, c'est la porte. Tu dis, bah non, mais en fait, parfois, on peut juste parler. Souvent, les gens sont braqués par rapport à la thune. Et en fait, tu as beau leur expliquer, c'est un sujet qui n'en finit jamais. Tu vois, celle qui m'a demandé une rupture conventionnelle, quand je lui ai dit je ne peux pas le faire, c'est en fait, financièrement, je ne peux pas le faire. Elle m'a répondu, oh bah ça va, c'est quoi, 1000 euros, on le fait en un soir de chiffre d'affaires. Mais ça n'a rien à voir. Le chiffre d'affaires du lundi soir, c'est parce que je me mets dans la poche. Ça serait trop beau, mais putain, je serais même plus en train de bosser. Tu vois, je serais en train de faire le tour du monde. C'est peut-être ça, tu vois, de dire mes comptes sont là, voilà, mes comptes sont publics, mon fichier oui, Excel mais non, est là. Justement, t'as pas à te justifier. C'est ça qui est compliqué. C'est qu'en fait, techniquement, les comptes du restaurant ne sont pas censés être publics. Enfin, après, ce qui est compliqué, c'est que c'est eux qui encaissent. Mais du coup, c'est pas parce qu'ils ont... Démystifié, tu vois, non? Ouais, mais... J'ai peut-être une bêtise, hein. Ce jour-là, je l'ai fait parce que j'étais vraiment dos au mur, mais en fait, me justifier sur mes investissements, sur ma thune, etc., et sur le fonctionnement du restaurant, tu vois, quand ils me disent ça va, ton restaurant il est plein, mais c'est pas parce que mon restaurant est plein que je suis pleine aux as. Enfin, ça serait génial si ça marchait comme ça. Mais du coup, je pense que non, t'as pas à te justifier, même auprès de tes clients, il y en a plein qui te disent oh, bah, ça va, toi, tranquille, t'es tout le temps à Paris, t'es sous-entendu, t'es tout le temps en vacances, mais tu te dis mais je fais ça pour nourrir mon restaurant justement. Si je suis acculée à le faire, alors que je pourrais être dans mon canapé ou en train de faire du sport tranquille à Marseille, c'est que j'ai besoin de le faire, je suis pas en vacances. Après, c'est pas ce que je vais leur répondre. Je vais leur dire oui, ah bah oui, tu vois. En fait, les gens sont pas là pour savoir. Mes employés sont pas censés connaître mes difficultés. Mes clients, encore moins. C'est quand je suis dans la merde, les gens viennent là pour se distraire, mes employés ils sont là pour faire un travail et être payés. Ils n'ont pas à savoir que je me suis engueulée avec mon mec le week-end ou que je suis fatiguée parce que j'ai une grosse semaine ou que je suis stressée par omnivore. Ou, tu vois, en fait, ces trucs-là m'appartiennent. Et même la santé financière de mon restaurant, je ne suis pas censée leur dire. Après, voilà, mon sommelier me dit je veux faire rentrer 4 000 € de vin, je suis un peu obligée de lui dire non. Oui, mais lui, il est dans l'entreprise à un niveau autre. Quoi. Je peux pas être tout le temps, quand je fais la gueule ou quand je suis triste parce qu'il y a vraiment quelque chose de trop lourd à porter, je préfère leur dire, voilà, aujourd'hui je fais la gueule parce que j'ai ça et je suis désolée, c'est pas contre vous, mais aujourd'hui il va falloir être sympa. Et au moins tout le monde est au courant et... Ouais, je valide complètement ça. C'est plus facile, tu vois, je pense que garder ses problèmes pour soi c'est important, mais parfois on peut pas faire autrement que de le montrer et quand je fais la gueule, personne ne comprend pourquoi, donc il vaut mieux dire... je suis mal lunée, ou je suis triste, ou j'ai pas dormi, et puis au moins ils savent que c'est pas de leur faute. C'est ça, c'est pas que vous me faites chier. Très bien. Merci beaucoup, Laetitia. Avec plaisir. Merci beaucoup, c'est très gentil de m'avoir Je t'en prie. Et j'espère pouvoir te fournir une belle vidéo.